Bonsoir. Bonsoir, c'est plaisir Bon, de te un petit rituel, Philippe. Est-ce que on se tutoie ou est-ce que on se vouvoie? On a posé la question à tous les candidats. Nous, on se connaît depuis longtemps, donc on se tutoie. Et puis, je connais Nasser depuis je ne sais pas combien d'années. Donc, évidemment, on se tutoie. On va pas faire semblant de s'appeler monsieur et madame. C'est pas. C'est bon. Bon, ça fait plaisir de te revoir dans tous les cas. Moi aussi. Bon, la première question, c'est déjà comment vas-tu, Mais Philippe? je vais bien. Je te cache pas que un peu fatigué parce qu'une campagne, surtout des campagnes éclair comme ça, c'est que c'est tous les jours, hein, du matin au soir et parfois tard. J'accompagne de temps en temps les équipes qui collent les affiches parce que je trouve que autrement c'est un peu méprisant. Et puis voilà, puis parce que j'ai beaucoup de jeunes autour de moi et que j'aime être avec eux. Voilà, il y a une énergie. Alors, tu sais bien, tu as fait des campagnes aussi, hein, mais les campagnes, c'est ça, hein, on est une équipe, on y croit, alors on se donne. Donc, je suis un peu fatigué, mais je suis content. Je suis content parce que en même temps, dans les campagnes, tu le sais bien, on fait des belles rencontres. Et là, Oui. j'ai rencontré des têtes jeunes qui sont engagées, et ça donne de l'espoir. Voilà. Bon. Bon, tu te doutes qu'on a énormément de questions à te poser. Oui. Et donc là, l'objectif, c'est effectivement que les Boulonnais bon, te connaissent, hein, on te connaît depuis des années puisque tu as siégé au conseil municipal, mais pour te comprendre un petit peu plus sur ce qui a motivé ta candidature. Allez. Bonsoir Philippe, Salut Nasser. bienvenue chez TV Boulogne 92. Et ça fait plaisir de te voir en face, comme on dit. Et aujourd'hui, c'est quoi le but? Pourquoi tu veux être candidat pour les élections de 9e circonscription des Boulogne? Alors pourquoi? Parce que ça fait très longtemps que je m'étais exprimé sur cette envie. Je suis extrêmement content du mandat que j'ai occupé jusqu'à maintenant. Dans le mois prochain, je fêterai mon 24e anniversaire au conseil municipal. Depuis 15 ans, je suis l'adjoint de Pierre-Christophe Baguet et j'ai adoré tout ce que j'ai fait. Moi, je fais de la politique parce que j'aime les gens. Tu le sais bien, Nasser, moi, j'aime ma ville. Et puis surtout, j'aime la France. Et donc, ça fait des années que je disais à Pierre-Christophe que j'irais bien me présenter aux législatives. Alors, il a été plusieurs fois question que je sois le candidat. La dernière fois, c'était en 2022. Nous étions deux en shortlist, en finale, avec mon ami Pascal Loap. Mhm. Le maire m'avait fait comprendre que j'étais le bon candidat. Il savait que j'avais comme soutien au national David Lisnard, qu'on avait déjà une ligne, qu'on avait des engagements, etc. Et puis, il s'est trouvé qu'à la fin d'un week-end de réflexion, il a choisi Pascal Loap. Et donc, sportivement, je me suis incliné. Je lui avais quand même dit que je pensais que Pascal Loap allait perdre cette élection. Je ne me suis pas trompé. Il a été malheureusement battu. À ce moment-là, Pierre-Christophe m'a demandé de me présenter dans la 10e circonscription. Sur le coup, fait un peu sourire en lui disant, mais la 10e circonscription, c'est celle de Gabriel Attal, et tu veux que j'aille me présenter contre Attal? Alors, autant sur la 9e circonscription, candidat du maire, j'avais toutes mes chances de gagner. Sur la 10e, c'était un combat. Mais après tout, pourquoi pas? Donc, j'ai réfléchi, mais accepté. J'ai appelé David Lisnard pour lui demander si son sentiment. Il me dit, on y va plus pour la gloire qu'autre chose, mais on y va. Il n'y a pas de problème. Et puis, une semaine a passé, j'ai commencé à remplir, à mettre en place mon dossier. C'est un dossier qui est un peu lourd hein, quand on se présente aux législatives. Et puis, commencer à rédiger ma profession de foi, mes documents. Et là, Mhm. le maire m'a invité à déjeuner avec son cabinet. Et au bout de quelques minutes, il m'a dit, écoute, tu vas être très déçu, mais il faut pas que tu y ailles. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi il ne faut pas que j'y aille? Il m'a dit, bah, parce que ça déplaît à Gabriel Attal, il n'a pas le temps de faire la campagne et il ne veut pas de toi en face. Alors là, j'ai marqué une petite pause. Je lui ai dit, mais moi, ce que pense Gabriel Attal, moi, à titre personnel, j'en ai rien à faire. Et le maire m'a expliqué que ça le mettait dans une situation délicate, que bon, Gabriel Attal l'avait demandé à Santini, Santini lui avait demandé, et donc, par amitié pour lui, je devais me débrancher, ce que j'ai accepté.
À la suite enfin, à la fin de ce dîner, le maire m'a remercié voilà, d'accepter ce qu'il me demandait et il m'a promis qu'il me revaudrait ça. On arrive en 2024 où on apprend, comme ça, que le maire, avec un certain nombre d'élus du département, ont signé quelque chose dont ils sont absolument fiers, l'arc républicain, et que donc il va nous falloir soutenir ces journées. Alors là, pour le coup, j'ai dit au maire, là, pour moi, c'est complètement impossible. C'est impossible, pourquoi? Moi, je suis le relais dans toutes les Hauts-de-Seine du mouvement, enfin du parti de David Lisnard, Nouvelle Énergie. En fait, on combat en permanence Macron, ses journées, Attal, enfin tous ces gens-là. Comment, moi, je peux faire le grand écart et d'un seul coup me retrouver à le soutenir? Donc j'ai refusé de le faire, ce qui ne lui a pas plu, hein, au maire, hein, voilà. Et puis, en revanche, j'ai accepté de ne pas me présenter contre lui. Mm. Je lui avais dit, je pense que de toute façon, ces journées, c'est une mauvaise pioche. Et enfin, l'histoire a prouvé que je ne m'étais pas trompé, hein, puisque Une fois. ces journées, 3 mois après, avaient disparu, étaient parties en courant à Bruxelles. Et j'observe quand même que du jour de son élection jusqu'à son départ à Bruxelles, pas une seule fois il a remis les pieds à Boulogne. C'est dire à quel point cet homme était attaché à notre ville. Donc, ça rebat les cartes. Et le maire, sachant que je voulais me présenter, m'explique qu'il va organiser une primaire à Boulogne, puisqu'il y avait Antoine de Gerfagnon qui était déjà parti. Antoine a refusé de se prêter à ce jeu. Il me dit, de toute façon, ce sera une mascarade, ce sera arrangé à l'avance. Mais moi, en bon sportif, et moi, je suis un type sain, donc je ne pense pas à toutes les carambouilles qu'on peut imaginer. Et donc, je participe à cette primaire qui était le lundi 6 janvier de mémoire. La veille au soir, Pierre-Christophe Baguet m'appelle chez moi en me disant, bon, Philippe, la primaire est organisée, il n'y a pas de problème. Donc demain, vous prendrez la parole, Elisabeth Demestre et toi, et ensuite on passera à un vote. La majorité votera. J'ai organisé ça le mieux possible. Vote à bulletin secret, pas de problème. Et neutralité absolue. Vous connaissez tout ça, hein, il réunit la majorité dans la salle du conseil. Et là, il prend la parole et pendant 20 minutes, il explique que Elisabeth Demestre est la candidate légitime et il ajoute, je serai son suppléant. Donc, moi, j'étais assis à côté de lui, je le regarde, je lui dis, attends, je comprends pas. Tu m'as dit hier soir, neutralité. La neutralité, là, je la vois pas. Bref, on prend la parole, Elisabeth et moi, et ensuite on passe au vote. Alors, vous comme moi qui avez été élu et qui vous savez bien comment ça doit se passer, un vote à bulletin secret, il y a un isoloir. Mais là, il n'y avait pas d'isoloir. Il y avait une petite table avec 2 bulletins de vote. De chaque côté de la table, un membre du cabinet du maire qui surveillait les bulletins que tu prenais. Ce qui veut dire que, à la fin, personne n'a osé prendre mon bulletin parce qu'ils étaient surveillés et on se retrouve avec un score ubuesque de 39-3. Une vraie mascarade. Alors Pour évidemment, le tien, dans ton bulletin. ouais. Donc, il n'y Donc, a que deux personnes qui t'ont soutenu dans alors il y en a votre courage. qui a eu le courage et l'autre, il m'avait donné procuration. Donc, D'accord. voilà. Donc, évidemment, on pourrait avoir envie de se mettre en colère, mais moi, ça me fait plutôt rigoler. Je me dis, bah, toutes ces combines, là, je les connais, je les ai déjà vues. Bon, bref. Là-dessus, je m'en vais. Je cache pas un tout petit peu en colère quand même. Et là, le maire m'appelle en me disant, il faut qu'on parle. Alors, je lui dis, bah non, j'ai rien à te dire. Tu viens de me la faire à l'envers, donc j'ai évidemment rien à te dire. Et il me dit, mais si, calme-toi, viens me voir dans mon bureau. Donc j'arrive dans son bureau, et là, pour le coup, c'est un peu chaud, hein, l'échange au départ. Je lui dis, mais comment tu peux me faire ça à moi? Tu peux me la faire à l'envers, alors que ça fait 15 ans que je suis derrière toi. Je suis vraiment le... Et il me dit, ah là là, calme-toi, fais pas ton italien, assieds-toi, et écoute-moi. Il me dit, ta candidature, c'est une bonne candidature. Il faut que tu la maintiennes. Je lui dis, mais tu viens de me faire battre, et tu veux que je maintienne ma candidature? Il me dit, mais oui, réfléchis, la nuit porte conseil, on en reparle demain matin, je t'appelle demain matin. Le lendemain, le mardi matin, il ne m'appelle pas, mais il faut dire qu'il y a une maison qui s'est écroulée à Boulogne avec des ouvriers qui étaient en dessous. Et donc, au moment où j'arrive en mairie, moi, il sortait. Je lui dis quand même, hein, en fin de matinée, tu m'as pas appelé.
Il m'a dit, ouais, mais j'ai des urgences, etc. Enfin, il m'envoie un peu balader. Je pense qu'à mon regard, il a vu que ça ne me plaisait pas et il m'a assis dans sa voiture, tout de suite rappelé. J'ai vu que c'était lui. Je n'ai pas décroché en me disant, s'il a un message à me laisser, eh bien, on va l'enregistrer. Et dans ce message, que j'ai toujours sur la table, il dit, oui, excuse-moi, je suis désolé, mais tu as compris, il y avait une urgence, mais je te rappelle très vite et on continue notre discussion sur les législatives. On est le mardi à midi et je dois déposer ma candidature vendredi. Entre ce dernier appel et vendredi, il ne m'appelle pas. Je dépose donc ma candidature et j'apprends, candidature déposée à 17 heures, et j'apprends à 18 heures qu'il venait de prendre un arrêté me retirant toutes mes délibérations, toutes mes délégations, pardon. Et j'apprends, alors dans la foulée, mon adresse mail, tous mes moyens à la mairie sont stoppés immédiatement. Et donc, j'apprends que le conseil municipal a été modifié et que la première délibération qui sera prise, elle est pour me destituer de mon titre d'adjoint. Voilà donc ce que le maire a fait le jeudi qui suivait. Donc voilà où j'en suis des rapports avec le maire. Mais en tous les cas, de ma volonté, de ma motivation à me présenter, tu vois qu'elle est ancienne. Je ne l'ai jamais cachée. Tout le monde le sait au conseil municipal. Et tout le monde dans les coulisses me disait, ah oui, oui, c'est bien, Philippe, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Voilà. Mais enfin, on le sait bien, à Boulogne, c'est le maire qui décide de tout. Voilà. Alors, il est tellement pas sûr de sa candidate qu'il se met suppléant, hein. Et puis, ça n'aura échappé à personne, à gauche, sur les affiches, à la place du candidat. Voilà. Donc, est-ce que j'ai bien répondu, Nasser? Ouais, mais aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu penses à faire pour les Boulonnais? Qu'est-ce qui t'a dit à Boulonnais? Qu'est-ce qu'il faut changer? Et qu'est-ce qui t'est prêt pour faire? Non. Moi, je pense que déjà, il y a deux sujets majeurs qui ne sont pas des sujets nationaux. Il faut quand même avoir en tête que on envoie un député, c'est pas uniquement pour travailler pour sa ville. Pour ça, il y a un conseil municipal, il y a une équipe municipale. Et c'est là où je pense que le maire fait une erreur. Au national, chacun a un projet. Moi, évidemment, je défends le projet libéral de David Lisnard. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, à travailler sur le budget, puisque le budget qu'on va nous présenter, c'est à mon sens encore un budget qui est fait dans l'urgence et qui n'est pas un bon budget, parce qu'on n'y fait pas d'économie et on va simplement aller chercher de l'argent en taxant encore les gens. On n'a pas réglé le problème des retraites et on sait très bien que si on continue sur ce système, c'est une pyramide de Ponzi, ça va s'écrouler. Il va falloir donc réfléchir à de nouvelles propositions, comme de faire entrer une dose de capitalisation. Mais maintenant, si on voulait juste réfléchir en boulot-boulonnais, il y a des dossiers, et le premier que je vais citer euh, est celui qui a commencé à nous fâcher, Pierre-Christophe Baguet et moi, c'est la patinoire. La patinoire, le jour où il nous annonce en équipe réduite, hein, juste avec ses adjoints, qu'il veut fermer la patinoire, je m'y oppose. Je m'y oppose le plus fortement possible. Je sais que ça l'a agacé, mais en tous les cas, je pense que c'était une erreur. Déjà une erreur politique importante, mais surtout une erreur parce que on a, bon, tu as et surtout parce qu'on a mis 1200 gamins sur le bord du trottoir. C'est insupportable d'avoir pris une décision d'une telle importance de façon aussi violente. Voilà. Ça, c'est un des premiers sujets. Il y a un second sujet sur lequel bien des Boulonnais sont remontés, c'est Bernard Palissy. Alors, Bernard Palissy, il y a un projet qui est extraordinaire, hein, le projet qui est porté par Personnage, et là, il est indiscutable, hein, dans sa motivation, etc. En revanche, on va probablement dénaturer, pour ne pas dire défigurer, la façade de Bernard Palissy, qui est une façade emblématique et historique, auquel les Boulonnais sont très attachés. Un bâtiment de la fin du 19e siècle, qui est quand même, c'est une figure dans Boulogne. Et on veut transformer sa façade en la déguisant avec de la ferraille dans tous les sens. Et donc ça, je pense que là encore, quand on prend des décisions qui sont aussi lourdes, il faut pas avoir peur d'interroger les Boulonnais. Et quand je lui ai dit, et pourquoi on ne ferait pas une votation?
Il m'a dit non, non, on a vu avec les associations, tout le monde est d'accord. Mais quand on est dans la rue, ce qui est mon cas là depuis plusieurs semaines, les Boulonnais sont très énervés. En fait, le maire aujourd'hui, je pense que il est là depuis trop longtemps et il pense qu'il prend les bonnes décisions tout seul et qu'il a le monopole des bonnes idées, etc. pour Boulogne. Mais la réalité, elle n'est pas là. C'est que les Boulonnais, ce sont les gens qui aiment leur ville. Ils ont tous un cerveau et ils ont plutôt une capacité à réfléchir et ils ont envie qu'on discute avec eux de ce qu'on doit faire de leur ville. Et donc, on enchaîne les décisions, des décisions qui sont lourdes pour beaucoup de gens et sans consulter la population. Et moi, je pense que c'est c'est une vieille façon de faire de la politique. Et aujourd'hui, les gens, c'est pas ça qu'ils attendent de leurs élus. Voilà. Ils veulent des gens qui viennent à leur rencontre, proposent des choses, les écoutent, soient capables de modifier les décisions, de les amender. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est c'est plus ce que fait c'est plus ce que fait le maire. Alors après, au national, hein, il y a beaucoup de choses, à mon avis, à faire. Euh, là encore, je le redis, hein, moi je suis Nouvelle Énergie, donc très attaché au projet libéral que défend David Lisnard au national. Il a beaucoup de propositions, des propositions qui sont fortes et qui pourraient trouver un écho dans la population française par deux ou trois référendums, où là encore, hein, je veux dire, on est très attaché à interroger les gens. On peut pas, on peut plus maintenant imaginer, et on voit bien ce que ça a donné, élire un type, un président là pendant 5 ans, et après le laisser faire tout et n'importe quoi. Non, il faut régulièrement interroger les gens, prendre la température et faire ce dont ils ont envie et ce dont ils ont besoin. Voilà. Donc j'ai évoqué. Alors, Bon, je pense que le premier, il est économique. Aujourd'hui, on a un système solidaire qui est probablement un des plus beaux du monde, sauf que avant de produire, on distribue. Et on sait bien que dans une famille, comme dans une entreprise, si on fait comme ça, on va dans le mur. C'est la faillite. Donc là, peut-être qu'il faut revoir les choses. Je pense que c'est le moment de renverser un peu la table, hein, et de revoir les logiciels. J'abordais le il y sujet a, des il y retraites. a quelques questions, j'ai quelques questions à te poser, Philippe. Oui, La première, alors j'entends hein, avec beaucoup d'intérêt, tout ce que tu nous racontes. Maintenant, bon déjà, David Lisnard, excellent soutien. Euh, voilà, je trouve cet homme extra. Mais au-delà de mon avis, maintenant, moi, la question que je me pose, c'est s'il n'y avait pas eu cet incident, ça faisait déjà plus de 15 ans que tu étais aux côtés de Pierre-Christophe Baguet. Euh, tu dis que le système, enfin son mode de fonctionnement est un peu vieillot, mais s'il n'y avait pas eu cet incident, donc est-ce que ça veut dire que tu cautionnais, tu continuais à accepter ce mode vieux, comme tu dis? non, mais je te remercie de me poser cette question. Euh, Pierre-Christophe Beguet nous a fait comprendre qu'il pensait repartir en 2026. Et moi, de mon côté, je m'étais dit, je ne repartirai pas avec lui en 2026. On a connu quelque chose de vraiment, enfin, extrêmement fort dans l'équipe municipale. On a perdu Gauthier Mougin. Et Gauthier Ouais, Mougin, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, avec lequel j'avais une vraie complicité. à Et, l'ancien mandat, ouais, lors de l'ancien mandat. ouais, et et qui était un des rares à être capable de dire au maire tout ce qu'il pensait, et le maire l'écoutait. Et on avait vraiment une complicité tous les deux, et on pouvait faire entendre à nous deux une voix au maire, qui, je le dis, nous écoutait. Depuis qu'il est parti, j'ai eu l'impression d'être tout seul, de temps en temps, à faire entendre une voix différente au maire. On le sait bien, il a une personnalité à la fois attachante, hein, Pierre-Christophe, autrement je ne serais pas resté 15 ans à côté de lui. C'est un bon maire du quotidien qui gère bien les finances. On a une ville qui est sûre, qui est relativement propre, etc. Il ne se passe pas grand-chose de merveilleux, il y a rien d'extraordinaire. Hein. Ce n'est pas un grand bâtisseur, mais en tous les cas, c'est un bon maire. Je pense que les gens l'aiment bien. Alors ces derniers temps, ils l'aiment un peu moins parce qu'ils ne comprennent pas ses décisions. Hein. Et ça, je pense que les signaux seront très fort en 2026. Mais depuis que Gauthier nous a quittés, et que de temps en temps je m'élève, etc., je vois que je l'agace
que ça l'énerve. Et une partie de la confiance, qui je l'espère était réciproque, a disparu. Et donc, moi, je ne me vois pas, je ne me voyais pas. Donc là, il m'a remercié, bon, très bien, mais j'aurais peut-être démissionné avant la fin. Je dis peut-être, hein, je sais pas. Mais Mm. si ça avait continué de cette façon-là, je suis trop entier. Et puis moi, ma vie, elle n'est pas que là. Moi, je le disais tout à l'heure en liminaire, je fais de la politique parce que j'aime les gens, parce que j'aime cette ville, et puis parce que j'aspire à retrouver une France forte, une belle France, etc. Euh, mais, mais moi, j'ai un vrai métier dans une grosse boîte à côté. J'ai une super famille, hein. J'ai 4 petits-enfants. On les a régulièrement tout le temps, enfin, toutes les semaines à la maison. Donc, si à un moment, la politique, je n'y trouve plus ce que je viens chercher, ce que je viens donner, bah, je m'arrête. Ou en tous les cas, je continue pas avec une équipe avec laquelle je suis plus en accord. Ben, moi, je suis contente pour toi, Philippe, parce que pendant mon ancien mandat, j'avais en tout cas effectivement observé que tu étais vraiment le bras armé de Pierre-Christophe, hein, vraiment cette loyauté que tu pouvais avoir à ses côtés. Je sais qu'on s'est accroché une fois d'ailleurs parce que tu l'as défendu et que moi, j'étais pas forcément d'accord avec Monsieur le maire et que tu l'as défendu. Donc franchement, c'est voilà, je confirme que tu étais vraiment très loyal et vraiment force de proposition et de soutien. Moi, là où je suis contente, c'est que bah, tu es aligné avec toi-même et ça, c'est le plus important. Maintenant, il y a deux choses extrêmement pertinentes dans ce que tu viens de dire, aussi, à savoir que à ce jour, les décisions ne sont pas prises de concert avec les Boulonnais, qui sont surtout concernés, puisqu'ils vivent et c'est le cœur battant de la ville. Maintenant, moi, ce que je voulais savoir, c'est toi, dans ce que tu nous proposes, en tant que, et j'espère peut-être futur député de la 9e circonscription, je voulais savoir en quoi, comment est-ce que tu envisages d'intégrer les Boulonnais dans les prises de décision que tu vas prendre et surtout les prises de décision locales. Alors, en fait, aujourd'hui, on a de la chance parce que on vit, j'allais dire, une époque formidable, l'époque du digital, hein, de l'intelligence artificielle, etc. Et il existe des tas de systèmes pour sonder l'opinion des gens. On met en place un petit module et sur une question relativement simple, on interroge les gens. Et c'est assez facile, hein, quand on est député, de savoir qui est dans sa circonscription. Et par des méthodes un tout petit peu modernes, moi je pense que c'est fini le temps où un monarque prend les décisions Oui. tout seul. On le sait bien, on a tous fait de la politique là, hein, tous ensemble. Et on sait bien que parfois, les arbitrages sont compliqués et qu'on ne peut pas prendre une bonne décision parce qu'il n'y en a pas. Il faut prendre la moins mauvaise. Mais dans ces cas-là, il faut la prendre ensemble. Les gens ne peuvent pas nous reprocher de ne pas tout réussir. Ce qu'ils peuvent nous reprocher, c'est de ne pas essayer et de ne pas essayer de toutes nos forces. Mais on est encore plus fort quand on a les gens derrière nous. Sur je reprends cet exemple de la patinoire. Mais il lui suffit d'interroger les Boulonnais en leur disant, ben voilà, il faut engager 4 millions d'euros, 6 millions, 8 millions, on a tout entendu hein, là-dedans, les chiffres, tous les jours, ça variait, mais bon, bref. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on engage ces dépenses et peut-être que ailleurs, on va faire ici et là des économies? Et si on avait dit au Boulonnais, est-ce qu'on se débarrasse de cette équipe de basket qui nous a coûté beaucoup d'argent et qui aujourd'hui, bon, voilà, on en connaît le résultat, et est-ce qu'à la place, eh bien, une partie de ces sommes, on ne les met pas pour refaire une patinoire? Ou le maire avait un projet de construire un stade de basket à Casteljal de 70 millions d'euros. Alors là, curieusement, on aurait trouvé 70 millions d'euros, mais on n'a pas trouvé 8 millions d'euros pour réparer cette patinoire. Euh, Les, les, les gens de patiner à Boulogne, il y en a un qui est un ancien qui a entraîné absolument toutes les générations, qui s'appelle Méteil, un type charmant, hein. Il dit, la patinoire, c'est la tour Eiffel de Boulogne. Donc, c'est à quel point ils sont attachés. Et je pense qu'on aurait évité bien bien des tracas. Le maire, quand je lui ai dit que c'était une erreur, il m'a dit, dans 72 heures, on n'en parlera plus. Moi, j'observe que 6 mois après, ils sont toujours énervés. Ils sont sur les marchés. Mm. Et quand le maire sait qu'ils sont sur les marchés, il passe pas devant eux. Donc, il sait bien il s'est planté. Et je pense que euh, même un homme politique talentueux, et probablement qu'il était talentueux en son temps, Pierre Christophe, devrait pas avoir peur de dire, eh ben, je me suis trompé. Mais je vous écoute, et parce que
c'est vous qui êtes important, eh bien, je fais marche arrière. Ben voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que tous les candidats se sont prononcés pour la patinoire, et donc il reste le seul, il est isolé. Ça veut dire que s'il reste sur cette ligne, s'il ne change pas d'avis, en 2026, il sera battu, et le ou la prochain, enfin, je ne sais pas qui sera maire en 2026, bah, fera tout pour redonner vie à cette patinoire. Donc, je pense que, tu vois, il y a des tas de systèmes aujourd'hui qui permettent de recueillir la vie des gens. Voilà. Et si on ne fait pas ça, on n'a pas sa place en politique, je trouve. Mais toi, t'es prêt d'aller soutenir les gens pour réouvrir la patinoire? Bon, moi, ah ben, bien sûr, oui, oui, ça c'est un combat que je mène depuis 6 mois, que j'ai mené tout seul de l'intérieur, hein, parce que quand on avait des réunions sur la patinoire et que je prenais la parole sur le sujet, alors surtout que moi, je me suis beaucoup renseigné, beaucoup renseigné, parce que les services techniques nous racontaient des choses. Parfois, ça me laissait un tout petit peu dubitatif. Donc, je suis allé à la source, voir des sachants. Et en fait, la réalité, elle n'était pas celle qu'on nous racontait. Donc, à la fin de ces réunions, il y avait un certain nombre d'élus qui venaient me dire: Ah, bravo, c'est bien ce que tu fais, on te soutient. Je leur dis: Ouais, pourquoi vous me soutenez en cachette? Soutenez-moi quand je prends la parole. Et si on est une dizaine à dire au maire: Tu te trompes, peut-être qu'il va nous écouter. Enfin bon, bref, évidemment que ça, c'est mon combat, la patinoire. J'en ai deux, hein. La patinoire et Palissy, je lâcherai pas. Que je sois élu ou pas élu. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des combats et il faut les mener jusqu'au bout. Voilà. À cœur vaillant, rien d'impossible. Absolument. Et quand il y a de la volonté, il y a toujours un chemin. Ouais, exactement. Moi, je voulais savoir si jamais tu n'es pas élu député ce 9 février, est-ce qu'éventuellement le poste de maire au prochain mandat peut t'intéresser? Donc, est-ce que tous les matins, tu te rases en te disant, je serai maire de Boulogne? Alors, non, je me le suis jamais dit. S'il fallait conduire une liste, je le ferais. Mais très franchement, le maire m'a posé la question il y a quelques mois dans son bureau. On parlait d'Antoine de Gerfagnon. Et il me dit: Mais toi, tu voudrais pas être maire? Et je lui dis: Bah non, Pierre-Christophe, non, je n'ai jamais eu l'idée d'être maire de cette ville. Je suis super content d'être adjoint, etc. Mais à côté, je le redis, hein, j'ai un poste important dans une grosse boîte. Et donc, voilà, on lâche pas tout ça, on lâche pas ses équipes, on lâche pas sa boîte. Voilà, parce que alors, j'arrivais très bien à faire les deux, hein, à être à la fois un bon maire adjoint de terrain, puisque j'étais présent tout le temps, et j'ai conduit toutes les missions qui m'ont été confiées jusqu'au bout, et avec succès. Et c'est pas parce que j'ai de l'ego, je suis prétentieux, hein, mais Non, non, c'est mais on est témoin, on est témoin, simplement que on est moi, témoin. bien faite et que j'ai la chance de m'être entouré, tant à la mairie que dans mon entreprise, de bonnes équipes, de gens qui sont compétents et qui vont dans mon sens. Et voilà. Et je précise quand même que j'ai été aussi pendant 20 ans, 21 ans hein, pour être précis, juge prud'homal et que je le faisais en plus. Donc, j'ai de la chance, je ne dors pas beaucoup, ce qui me permet mais non, alors, pour finir de répondre, si demain je devais conduire une liste parce que je pensais, alors je m'entourerais de jeunes, parce que moi, je ne suis pas l'avenir de Boulogne, hein. Il y a des gens plus jeunes, à mon avis, qu'il faudra accompagner pendant un certain temps, parce qu'ils n'ont pas forcément l'expérience. Quand on est là depuis 20 ans, on connaît tous les dossiers, on a Oui, oui. l'histoire, euh, on sait les écueils, on sait les erreurs à pas commettre. Surtout, on sait ce qu'il faut mettre en place pour que ça marche. Les Boulonnais, ils peuvent être portés par un mouvement, il ne faut pas les décevoir. Mais c'est comme les Français, ça, hein. Euh, on a eu plein d'espoir quand on a vu arriver un jeune président, et puis on a très très vite déchanté. Et ça, c'est pas ma conception des choses. Il ne faut pas balader les gens. Faire de la politique, il faut être sincère. Alors, hormis la façade de Bernard Pellissier, donc le théâtre, enfin anciennement le Top, et la patinoire, quelles sont les actions concrètes que l'on va trouver dans ta profession de foi? Alors, elles sont pas locales, hein, mes actions concrètes, hein, parce que je le rappelle, on envoie un député au national, hein. Eh oui. Donc, je l'ai dit, moi, il y a des choses sur lesquelles je pense il faut être assez dur. Enfin, il faut être radical, mais dans le sens aller à la radicalité, c'est-à-dire à la racine des choses. Je pense que la première des choses, c'est qu'il faut. euh, notre État aujourd'hui est obèse, hein, voilà. Et donc, quand on est obèse, il faut se mettre au régime. Et je crois que là, il y a des pistes qui sont extrêmement sérieuses.
Il y a des laboratoires qui ont testé un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on a un État qui est suradministré. Je vais donner juste deux chiffres pour qu'on comprenne. La fonction publique, qui est plutôt une fonction publique de qualité en France, avec des bons fonctionnaires, de bon niveau, ils sont trop nombreux et ils sont mal payés. Donc il y a déjà là une équation à résoudre. 34% de l'administration sert à l'administrer. C'est-à-dire qu'on a 34% des fonctionnaires qui sont juste là pour faire de l'administration. Dans tous les pays où on pourrait comparer, alors que ce soit un pays comme l'Allemagne qui est plus fédéral, mais dont on regarde l'administration générale qui est comparable, ou des pays, les pays du Nord, 24%, entre 22 et 24% des fonctionnaires servent à administrer. On a 10% d'écart, ce qui représente à peu près 500 000 fonctionnaires. Ben, ces 500 000 fonctionnaires qui ne sont pas à la place où ils devraient être. Alors, on a une chance à condition de la saisir, c'est qu'on va avoir sur les 4 ou 5 prochaines années entre 110 et 130 000 départs à la retraite de fonctionnaires. Et donc, il faudra réfléchir presque au cas par cas, à savoir si on doit les remplacer ou pas. Et si on ne les remplace pas, ça nous permettrait, parce que je le disais aussi tout à l'heure, aujourd'hui, on a des tas de choses. L'intelligence artificielle, mais enfin, plein d'autres choses qui peuvent venir aider les fonctionnaires à être plus performants et avoir des missions qui soient plus satisfaisantes pour eux, ce qui nous permettrait aussi de les mieux payer. Parce que nos Mhm. fonctionnaires, si on regarde notre fonction publique, et je le disais tout à l'heure, qui est de qualité, et si on la compare à d'autres pays, on est beaucoup moins bien payé en France. Et ça n'est pas normal. Donc là, il y a déjà de grosses économies à faire. Et puis, il va falloir avoir en tête de redonner du sens à la décentralisation et à la subsidiarité, c'est-à-dire redonner du pouvoir à ceux qui sont au contact des choses. Les maires, aujourd'hui, quand ils veulent prendre une décision, il faut qu'ils regardent non pas ce qui est permis, mais tout ce qui est interdit. Et ça prend des semaines quand ça ne prend pas des mois, et on interroge telle agence qui vous dit oui, et puis l'autre agence qui est juste à côté, qui fait presque la même chose, elle vous dit non. Alors ces deux agences, elles se mettent pas d'accord, mais on n'est pas au bout du chemin parce qu'on a encore 5 ou 6 autres autorisations à obtenir. Et donc en France, on n'y arrive plus, quoi. Donc tout ça, il faut que ça cesse. Il faut qu'on redonne du sens à nos missions et surtout redonner à l'État ses missions régaliennes qu'il a pour le moins abandonnées. Je prends un exemple. Ça, c'est même pas comment nommer le commissariat. Mais moi, depuis que je suis élu, j'en entends parler du commissariat. Alors là, il semblerait que, mais enfin, c'était la même chose aux dernières élections législatives. Il semblerait que notre dossier du commissariat soit remonté en haut de la pile. Bon, on verra bien. Euh, c'est un commissariat de district où normalement, on devrait avoir plus de 200 policiers. Je crois que le chiffre, c'est 210 ou 220. Il y en a 140 ou 150 aujourd'hui. Ils sont où les 70 qui manquent? Alors, on est obligé pour compenser d'avoir une grosse police municipale, qui, je le précise au passage, est vraiment à Boulogne de grande, grande qualité. Il y a des policiers municipaux qui sont formidables, hein. Mais ce n'est pas logique. C'est pas logique que nos impôts nationaux, qui servent à payer la police nationale, finalement ne suffisent pas et qu'on soit encore obligé, sur nos impôts locaux, de payer une police municipale. C'est une mission régalienne, ça. C'est pas une municipalité. Donc, on a des tas d'exemples comme ça où il faut, à un moment, voilà, il va falloir faire des économies. On le sait très bien. Alors là encore, les chiffres sont variables. Certains disent qu'il y a 400, 450 agences gouvernementales. D'autres disent qu'il y en a plus de 1100. Mais il y en a les deux tiers qui servent à rien. Donc il y a des tas de gens là-dedans qu'on paye, on les paye à produire de la norme, à produire de la règle. Bah oui, parce qu'à un moment, il faut qu'ils justifient. Mhm. Donc c'est-à-dire qu'on les paye à nous emmerder. Voilà. Et donc là aussi, je dis à un moment, il faut que ça cesse, hein. Euh, voilà, donc il y a vraiment des pistes sur lesquelles il faut réfléchir. Euh, Et donc ça, c'est une piste. Et je dis, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est la retraite. Alors, enfin, tu le sais bien parce que on est boulonnés depuis longtemps, hein, tous là, autour de ce plateau. Euh, Moi, j'ai été chef d'entreprise. Avant de vendre mes entreprises au groupe dans lequel je travaille aujourd'hui, j'ai été installé une petite trentaine d'années sur la route de la Reine, hein, du reste, puisque j'avais un petit immeuble où étaient installés mes bureaux et mes équipes. Et moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai
très jeune, pensé que je ne devrais compter sur personne. Bon, enfin, dans ma vie, je me suis toujours, c'est toujours été ma ligne, ça, hein. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle du Madelin, de la retraite par Oui. capitalisation. Ce qui veut dire que quand je vais prendre ma retraite dans quelques années, là, moi, je sais que j'aurai une retraite qui sera convenable. Et cette retraite par capitalisation, alors, je dis, on fait toujours attention au vocabulaire qu'on utilise, hein, parce que je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis un libéral. Alors là, tout de suite, ça fait peur. Et puis, je parle de capitalisation, et dans capitalisation, il y a capital, ça fait peur. Mais je rappelle quand même qu'une partie de la retraite des fonctionnaires, l'après-fond, c'est de la capitalisation et que je ne vois pas pourquoi ce système qui est salutaire, hein, ce sera le seul système capable de sauver une retraite, ne soit réservé qu'à une caste ou à une autre. Et pourquoi celui qui n'a que le SMIC ne pourrait pas lui aussi avoir le droit à une retraite par capitalisation? Quand on regarde sur les 20 dernières années, les coefficients, la retraite, la retraite par répartition, quand elle est à 1, la retraite par capitalisation, elle est à 10. Et dans le pire des scénarios, elle est juste 3 fois meilleure. Pourquoi en priver les Français, y compris ceux qui ont les plus petits revenus? Hein, capital, c'est pas un gros mot, et capitalisation encore moins. Voilà. Donc voilà, ça c'est des choses qui me tiennent à cœur et vraiment sur lesquelles on a travaillé à Nouvelle Énergie et avec David Lisnard, et vraiment des choses que je veux porter, parce que là je pense que tous les Français méritent, à un moment ou à un autre, hein, il y avait, quand on a mis en place ce système de retraite, il y avait 6 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il y a 1,6 actifs pour un retraité. Et dans quelques temps, ce sera 1,2. Mais c'est plus possible. Ça n'est pas possible. Donc, il Mhm. faut trouver voilà, de nouveaux systèmes. Ouais. Moi, ma dernière question, ce que je voulais savoir, Philippe, est-ce qu'il était prêt pour y aller? Est-ce que je suis prêt pour y aller? Ouais. Ah, mais bien sûr que je suis prêt, mais ça fait longtemps que je suis prêt, hein, Nasser. Je te l'ai dit, moi, ça fait longtemps que je manifeste cette envie d'aller à l'Assemblée nationale. Je rappelle quand même que ce ne sera pas la première fois que j'irai, parce que pendant 6 ans, j'ai été attaché parlementaire de Jacques Pélissard, qui était le député maire de Lons-le-Saunier, l'ancien président de l'Association des maires de France. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est David Lisnard qui est Exactement. Oui. avant Barouin, c'était Jacques Pélissard, avec lequel j'ai travaillé, qui était un homme d'une exigence, d'une rigueur, d'abord d'une intelligence absolument extraordinaire, qui nous a appris à travailler et qui nous a appris ce qu'était l'Assemblée nationale, parce que c'était lui-même un très très grand député. Voilà. Donc oui, Nasser, je suis prêt. Tu peux tirer Merci. le coup de feu sur la ligne du départ, là je pars. Sur les starting blocks. Allez, une dernière petite question. C'est un petit rituel qu'on a mis en place avec Nasser. Oui. Donc, de 1 à 5, je vais t'inviter, mon cher Philippe, à choisir la question de ton choix. Et la 2. La 2. Si tu pouvais dîner avec une personnalité historique, qui choisirais-tu et pour quelle raison? Simone Veil. Ah, Je vais tout de suite te dire pourquoi. J'avais 14 ans et j'étais devant la télévision et il se trouve que, je crois que c'est mon père qui regardait ça, Simone Veil à la tribune défendait sa loi pour l'avortement. Et je- j'ai été, je ne sais même pas comment ému, enfin, je suis resté scotché devant cette femme dont j'ai tout de suite, mais tout de suite été captivé, sa force tranquille, sa passion, son engagement, etc. Et à 14 ans, je me suis dit, un jour, c'est ce que je ferai. waouh. Et j'ai eu la chance, parce que Jean-Pierre Fourcade, à l'époque, avait organisé, en l'honneur d'un de ses anciens collègues ministres disparus, un énorme rassemblement à la mairie de Boulogne. Et à l'époque, moi, je m'occupais, je crois, des relations internationales ou quelque chose comme ça. Et il m'avait dit, alors Foucault ne parlait pas toujours de façon aimable, mais il m'avait dit, Téligny, vous irez chercher Madame Veil à sa voiture. Et je lui dis, Monsieur le maire, Simone Veil, ben, je ne sais pas, vous en connaissez une autre? Alors je lui dis, ah, non, non, mais d'accord. Et donc, je vais attendre Simone Veil à sa voiture, je lui donne mon bras, elle était plus toute jeune, et j'ai été sous le charme de son regard, ses yeux étaient toujours aussi beaux, toujours aussi bleus. Et je lui dis, Madame, je ne sais pas comment vous dire l'émotion qui est la mienne d'être à vos côtés, parce que si aujourd'hui je suis un tout petit conseiller municipal, j'étais conseiller municipal à l'époque, ben c'est parce qu'un jour je vous ai regardé et que j'ai eu envie de faire comme vous.
Et donc, elle m'a pris le bras en me disant, mais c'est très gentil, ça me touche beaucoup ce que vous me dites, jeune homme. Voilà, j'ai jamais oublié. Et donc, j'aurais adoré pouvoir poursuivre ce moment avec elle et parler avec cette femme. À chaque fois qu'il y a une émission sur elle, je la regarde. Euh, et cette femme, elle m'a marqué. Voilà, et c'est probablement le début de l'envie d'un engagement en politique. Quelle femme. Merci Philippe, merci pour ce partage. Moi, dans tous les cas, je te souhaite de continuer à écrire l'histoire de Boulogne et la suite également pour la députation. Donc, je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Sana. Salut Nasser, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. J'ai Moi l'impression aussi. Pareil, pareil. d'être avec deux vieux copains, quoi. C'était- Exactement. Notre format est sympa en plus. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, les Allez, amis. à bientôt. À bientôt.